dans le cadre de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel et d'améliorer son attractivité, le port autonome de Lomé poursuit sa mission au Mali. L'objectif de cette rencontre est non seulement de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel, mais aussi de sensibiliser ces opérateurs aux nouvelles mesures instaurées au port de Lomé visant à faciliter et dynamiser les échanges commerciaux avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Tout au long de leur mission, l'occasion est donnée à la délégation togolaise d'exposer les réformes mises en œuvre sur la plateforme portuaire pour améliorer son attractivité et son efficacité en tant que port de transit pour les pays de l'Hinterland. Parmi ces réformes, on peut citer la plateforme digitale pour la démarche au port de Lomé qui a été officiellement lancée en octobre dernier afin d'accélérer les opérations d'enlèvement des marchandises, ensuite tracer les activités de chacun des acteurs en mettant en évidence les délais de traitement et enfin situer les responsabilités, comprendre les réclamations et trouver des solutions consensuelles. Cette plateforme a des fonctionnalités comme les déclarations et paiements en ligne, le suivi des expéditions, l'accès aux informations, à savoir les procédures portuaires, les tarifs et les réglementations. Espace collaboratif, à l'instar de la plateforme, le port autonome de Lomé dispose depuis avril 2024 d'un centre d'appel permettant à la clientèle du port autonome de Lomé de saisir l'administration portuaire pour faire part d'éventuelles difficultés rencontrées dans les différentes démarches sur l'espace logistique. En multipliant les initiatives de coopération avec les pays de l'AES, le Togo espère renforcer la position du port de Lomé comme point d'accès stratégique pour le Sahel vers le marché international. Depuis 5 ans, le Togo a lancé un certain nombre de programmes, de projets orientés vers le développement à la base, ciblant particulièrement les femmes, les jeunes, les agriculteurs et les artisans. C'est dans ce contexte qu'un centre international de ressourcement et d'écotourisme a été inauguré. Une initiative holistique visant à former, ressourcer et accompagner les jeunes du Togo tout en intégrant des valeurs de solidarité, de spiritualité et de respect de l'environnement. Ce centre dénommé Lumen Valley, Vallée de Lumière, a pour vision de construire un avenir durable avec les jeunes en intégrant des dimensions sociales, économiques, écologiques et spirituelles. La Lumen Valley propose une école des arts et des métiers ainsi qu'un incubateur d'entrepreneuriat social. Ces structures ont pour mission d'aider les jeunes à valoriser leurs capacités et à créer de l'emploi dans leur région d'origine. Le complexe dispose également d'un centre de ressourcement éco-conçu situé au cœur d'une réserve naturelle qui offre des infrastructures modernes telles qu'un centre de conférences internationales, des écologes et un restaurant panoramique. Ce lieu favorise les échanges, le partage de connaissances et le ressourcement personnel. La dimension spirituelle a été incarnée lors de cette inauguration par la présence du noviciat d'Afrique de la congrégation des frères de Saint-Jean et du prieuré qui anime le site. La Lumen Valley s'inscrit dans une politique de décentralisation et de développement touristique. Encore une nouvelle série de délestages au Togo. Depuis quelques jours, les Togolais sont confrontés à une nouvelle vague de coupures d'électricité, affectant plusieurs villes du pays, alors que le pays se remet à peine des délestages de mai dernier. Ces interruptions, survenant de jour comme de nuit, perturbent le quotidien des citoyens et ralentissent les activités économiques, touchant aussi bien les entreprises que les foyers. Les compagnies énergie électrique du Togo CET attribuent ces coupures à une perte de tension provenant de l'un des principaux fournisseurs, le Nigeria. Cette baisse de tension électrique émanant de la société nigériane a affaibli la capacité du réseau togolais à répondre aux besoins croissants en énergie. La CET avertit que des interruptions de services seront observées dans plusieurs zones et a déclaré mobiliser les moyens de production locaux pour atténuer les effets de cette crise. Ce nouvel épisode de coupure d'électricité met en lumière la dépendance énergétique du Togo vis-à-vis de ses voisins et relance le débat sur l'importance de développer des solutions locales. Les entrepreneurs en particulier ressentent durement les conséquences de ces coupures qui se traduisent par des coûts supplémentaires et une baisse de productivité.
Le 6 novembre dernier, le gouvernement togolais a adopté un projet de loi visant à modifier le cadre juridique du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest dans le but de renforcer l'approvisionnement en gaz naturel. Une mesure qui, selon les autorités, pourrait permettre de stabiliser l'approvisionnement en électricité, alimenter davantage la CET, donc réduire ces coupures persistantes. Reste à voir comment cette initiative se traduira concrètement sur le terrain et si elle permettra véritablement de réduire les coupures d'électricité tout en assurant une transition vers une autonomie énergétique durable pour le Togo. Le chef de l'opposition ghanéenne John Dramani Mahama est bien placé pour gagner l'élection présidentielle. Un récent sondage le met en tête devant Mohamedou Bawumia, candidat du parti au pouvoir. Mahama, 65 ans, et Bawumia, 60 ans, se disputeront la présidence du Ghana le 7 décembre pour succéder à Nana Akufo-Addo, qui démissionne après 2 mandats. 11 autres candidats participent également à l'élection. Le sondage publié par Global Info Analytics montre que Mahama obtient 52% des voix contre 41,3% pour Bawumia. Selon le même sondage, l'économie, l'emploi, l'éducation et les infrastructures sont les principales préoccupations des électeurs ghanéens. Durant sa présidence de 2012 à 2017, Mahama a beaucoup investi dans les infrastructures. Toutefois, il a été critiqué pour les pénuries d'électricité et l'instabilité économique. Son gouvernement a également fait face à des accusations de corruption, bien que Mahama n'ait jamais été directement impliqué. C'est une découverte macabre. Au milieu des ordures, près de l'ancienne décharge d'Akwedo, à Abidjan, les corps de 2 fœtus, un mort-né et un issu d'une fausse couche, ont été retrouvés, ainsi que des déchets biologiques issus d'interventions chirurgicales, comme des fibromes ou des hernies, et des déchets médicaux, comme des tubes de prélèvement sanguin, de quoi choquer les habitants du quartier. Des graisses et tout. À notre grande surprise, qu'on a constaté, on a vu que réellement c'était des humains, des bébés en fait. Voilà. Mais qu'ils étaient entassés dans des châssis, congelés, tout ça. Et c'est aberrant pour un pays, c'est aberrant quand même. Donc la vie est sacrée. On ne peut pas comprendre que ces situations comme ça arrivent. On demande au gouvernement de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ce genre de situation pour que dorénavant, toutes ces personnes, même tous les enfants qui vont mourir, puissent être remis aux parents en question pour qu'ils puissent enterrer leur bébé. Selon le procureur de la République, des fiches estampillées CHU, Centre hospitalier universitaire, de Trècheville et de Yopougon, ont été retrouvées sur place au milieu des déchets médicaux. Et cela alors que des protocoles existent. Tout décès, c'est à la morgue. Et donc, aux praticiens de déterminer selon si c'est un fœtus, l'âge du fœtus. Et les protocoles sont déjà établis. Tout agent du public, tout praticien du public se réfère à ce protocole-là. On n'a aucun intérêt à prendre un corps, mettre dans un carton, mettre quelque part. Lorsque le protocole est là et lorsque le bébé décède, tu as déjà des gens que tu peux appeler pour venir faire cette procédure-là. Une enquête a été ouverte et les corps ont été transportés à la morgue. En Haïti, le Premier ministre Gary Conille a été démis de ses fonctions par le Conseil de transition. L'organe chargé du rétablissement de l'ordre démocratique dans le pays a nommé par décret Alix Didier Fils-Aimé, un homme d'affaires qui avait déjà été pressenti pour le poste. Il s'agit d'une nouvelle étape dans un processus de transition vers des élections, une tâche déjà suffisamment problématique depuis des années, en grande partie à cause de la montée en flèche de la violence des gangs qui sévissent dans ce pays des Caraïbes. 3 membres du Conseil de transition avaient été accusés de corruption en octobre dernier. Gary Conille, haut fonctionnaire international de longue date, qui a même représenté son pays aux Nations Unies, n'aura été Premier ministre d'Haïti que pendant 6 mois. Son successeur n'est autre que l'ancien président de la Chambre de commerce et de l'industrie, qui a mené en 2015 une campagne infructueuse pour le Sénat. L'opposition prend le pouvoir sur l'île Maurice. Après des années de gouvernance, le Premier ministre sortant Pravin Jugnauth a admis la défaite de son alliance. La population a choisi une autre équipe, a-t-il déclaré, avant de souhaiter bonne chance au pays.
Dimanche, les Mauriciens ont voté pour élire les 62 députés parlementaires qui siégeront pour les 5 prochaines années. Le parti majoritaire obtiendra le poste de Premier ministre, marquant un tournant politique dans le pays. Ce scrutin survient dans un contexte tendu, marqué par des critiques sur la gestion économique du gouvernement et des accusations de corruption. Le coût de la vie et le chômage ont accentué le désir de changement de la population. Les Mauriciens espèrent que cette nouvelle équipe mènera les réformes nécessaires pour surmonter la crise économique. Les responsables de la santé au Congo signalent une stabilisation des cas du virus Mpox. L'OMS indique qu'environ 200 à 300 cas confirmés par semaine, une baisse par rapport au mois de juillet. La ville de Kamituga, épicentre de la nouvelle variante, connaît aussi cette tendance décroissante. Cependant, seulement 40 à 50% des cas suspects sont testés et le virus circule encore, notamment en Ouganda. Bien que la baisse des infections au Congo soit encourageante, les experts de la santé déplorent le manque de vaccins. Seulement 265 000 doses ont été reçues pour une population de 110 millions. L'OMS note que 50 000 personnes ont été vaccinées. Les scientifiques appellent à un effort de vaccination élargi pour stopper le Mpox et prévenir de nouvelles mutations. Jusque-là, le virus se transmettait essentiellement par voie cutanée, notamment par l'intermédiaire des vêtements et des draps. Mais la souche du clade 1b a acquis un nouveau mode de transmission et se transmet par voie sexuelle, ce qui accélère sa circulation. Ce nouveau variant plus mortel est aussi transmissible que celui de 2022. Il circule désormais en Afrique avec des possibilités de transmission vers d'autres pays. Les leaders africains ont effectué le déplacement pour la COP29 qui s'est ouverte lundi à Bakou, en Azerbaïdjan. Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Organisation de la jeunesse de l'Afrique verte, GAIO, un groupe de plaidoyer dirigé par des jeunes et basé au Ghana, s'attend à de grandes décisions. Je pense que nous pouvons nous attendre à un engagement renouvelé en faveur du leadership des jeunes et des politiques inclusives qui permettent de répondre à certaines des questions clés qui sont essentielles à leur travail et à nos moyens de subsistance, à savoir l'adaptation et la résilience. Et je pense que cela inclut le développement des compétences qui permettent aux jeunes Africains d'assumer des rôles de leadership et de prendre la tête de la mise en œuvre des solutions. À ce jour, l'Afrique abrite une grande partie des minerais essentiels nécessaires à la transition écologique et le continent entend en tirer profit. La transition est déjà en cours. Nous constatons que l'utilisation de l'énergie solaire sur le continent est plus importante qu'au cours des années précédentes. Je pense donc que dans les pays en développement, et en particulier en Afrique, la transition est déjà en cours et qu'elle va se poursuivre. Cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient jusqu'au 22 novembre prochain dans la capitale azerbaïdjanaise.